Deuxième jour de grève pour les employés dans les magasins des Indo-Pakistanais et Chinois. L'augmentation de leur salaire est la principale raison de cette grogne. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et à l'international, l'accès au financement agricole reste un défi majeur pour le Sénégal, où le secteur agricole contribue à environ 4% dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Bonsoir avec cette information au cours de la réunion du Conseil des ministres extraordinaire présidé par le président de la République. L'exécutif national a validé le projet de loi budgétaire rectificative 2024 présenté par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. Cette validation intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget 2025. Jojo Moulamba pour des amples détails. Cette réunion du gouvernement s'est penchée sur le budget rectificatif 2024 et le budget national 2025. Pour ce qui est du projet de loi de finances rectificatif de l'exercice 2024, plusieurs points positifs ont été relevés par le ministre d'État en charge du budget. L'issue heureuse des renégociations du contrat sino-congolais initié par le chef de l'État qui a permis d'engranger des ressources budgétaires additionnelles réallouées au projet d'investissement au niveau des infrastructures. L'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants, moyennant la mise en œuvre d'une série de réformes, des appuis budgétaires sont également attendus de l'Agence française de développement. Ainsi, les recettes et les dépenses du pouvoir central ont été revues à la hausse et arrêtées en équilibre à 44 410 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains contre 40 986 milliards de francs congolais de la loi de finances initiale, soit une augmentation de 8,4%. Le budget national 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 843 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. En effet, il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires en privilégiant les politiques publiques et les actions gouvernementales qui concourent à la diversification de l'économie nationale. Aussi a-t-il expliqué, la structure des dépenses du budget général a subi les modifications au niveau de l'enveloppe salariale qui est passée de 9 029,4 milliards de francs congolais à 9 609,5 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,3% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Après examen et débat, ces projets de loi ont été adoptés par le membre du Conseil. La validation de ces projets intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget national 2025. Et puis, de passage aux médias français, le ministre congolais de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a fait le point sur la question de la tentative d'évasion survenue à la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala, alors que le bilan provisoire annoncé par le gouvernement donnait à 129 morts, dont 24 par balle. Le ministre Muyaya a déclaré que ce bilan a été alourdi à 131 décès. Suivez. Cette révision à la hausse du bilan pour ce drame est due au décès des deux autres prisonniers dans la foulée de ces événements malheureux. Concernant les raisons qui sous-tendent ce nombre important de décès en un temps record à Makala, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a réitéré la position officielle indiquant qu'il y a eu des cas d'étouffement et de bousculades. Regardez les nombres de morts, on parle de 129, mais il y a deux autres qui ont succombé de leurs blessures parce que depuis les débuts de cette crise, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la transparence, contrairement à une certaine manipulation politicienne qu'on a voulu voir sur cet incident malheureux, parce que des familles
ont été décimés et endeuillés. Des mesures ont été prises, notamment l'eau a déjà été rétablie au niveau de la prison de Makala. Des mesures d'accompagnement ont été prises, notamment pour toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et des cas de viol. Cependant, les enquêtes annoncées par les autorités sont déjà en cours. Les ONG seront impliquées pour qu'enfin la vérité éclate au grand jour. Et les ONG, les organismes non gouvernementaux, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, seront impliqués dans l'enquête en cours parce que nous voulons tous connaître la vérité de ce qui s'est passé ces jours-là et de ce qui a conduit à ces circonstances dramatiques. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République l'a dit aujourd'hui en Conseil de ministres, des sanctions sévères seront prises, y compris pour ceux qui étaient en interne, qui ont concouru de près ou de loin à la survenance de ces tentatives d'évasion. Pour un membre du gouvernement, certains coupables sont déjà désignés, dont les magistrats. Ainsi, lors de la 12e réunion du Conseil des ministres, la chef du gouvernement a appelé son équipe à une communication coordonnée et cohérente. Une interpellation qui rappelle les sorties médiatiques du vice-ministre à la Justice, qui a parlé de 2 morts, alors que les images répandues montraient plus que cela. Jusqu'à ces jours, les circonstances réelles de cette évasion ratée se font attendre. Par ailleurs, les doutes persistent sur le nombre de morts. Dans son monitoring, la fondation Bill Clinton pour la paix a révélé qu'il ne reste que 1305 prisonniers dans la prison de Makala, alors qu'il y en avait 1505. Seuls 100 prisonniers ont été transférés en Ndolo. Un déficit de plus de 1700 prisonniers. Seules les enquêtes peuvent mettre les choses au clair. Je l'avais annoncé en titre, ce mardi, c'est le 2e jour que les employés dans les magasins des Indo-Pakistanais et Chinois ont séché leur lieu de travail pour réclamer à l'augmentation de leur salaire qui aujourd'hui se situe à $50. Sur le grand marché de Kinshasa, une autre ambiance s'observe. Fiston Leko et Giscard Tamba ont fait le constat. Porte cadenassée ce mardi, un jour ouvrable, ce magasin de produits électroménagers ne fonctionne pas. Comme ce lundi, c'est l'image que reflète l'avenue du commerce dans le grand marché de Kinshasa de nature mouvementée. Les vendeurs, employés des Chinois et Indo-Pakistanais ont séché leur lieu de travail, revendiquant les conditions socio-professionnelles, notamment l'augmentation de salaire qui est trop bas actuellement. Les Chinois et les Indiens payent mal les Congolais et ces derniers réclament l'augmentation de leur rémunération. Ils sont payés à coût de 50 ou 60 $. En cas de retard, ils leur retranchent 10 $. Voilà pourquoi ils marchent pour demander la hausse de leur salaire. Ces employés congolais veulent atteindre 200 ou 500 $ comme on paye les autres. Les Congolais ont le droit de demander un salaire décent. Ils touchent 50 $. Pour en faire quoi? Sont-ils traités comme ça dans leur pays? Les Congolais souffrent dans son pays. Ils sont des expatriés. Ils ne peuvent pas blaguer avec la vie des Congolais. Ce n'est pas une première fois que ces Congolais retombent dans cette situation de grève pour réclamer l'augmentation de leur salaire. Il est vrai que ces employés des Indo-Pakistanais sont dans le secteur privé. En revanche, ils réclament aussi l'intervention de l'État car au regard de l'augmentation du coût de la vie à Kinshasa, 50 ou 80 $ américains le mois leur donnent du fil à retordre pour nouer les 2 bouts du mois, ne représentant même pas le SMIC déterminé par l'État congolais, équivalent à 5 $. Lors de son investiture pour le 2e quinquennat, le président Tshisekedi avait promis non seulement la création de 6 millions d'emplois, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. De nombreuses familles peinent encore à la 2e semaine de la rentrée scolaire à envoyer leurs enfants à l'école. C'est la faute de moyens financiers pour s'acquitter de certains frais exigés par certaines écoles, malgré l'interdiction émise par l'État. Francine Moukeba pour le commentaire. En République démocratique du Congo, 2 semaines après la rentrée scolaire, les rues et les classes se remplissent peu à peu d'élèves. Cependant, derrière cette image presque idéale se cache une réalité préoccupante. Certains enfants en âge d'aller à l'école sont encore contraints de rester chez eux. La raison,
des pratiques commerciales illégales et abusives qui persistent dans certains établissements scolaires, malgré les réglementations interdisant de telles pratiques. Rêve Yanga, secrétaire de l'ONG IMAE, met en lumière plusieurs abus courants tels que les frais de fourniture scolaire, les frais d'inscription ainsi que les frais de confirmation ou de réinscription. Ces pratiques sont légion en tout cas que nous avons identifiées dans les écoles, mais en l'occurrence il y a les pratiques commerciales de frais d'inscription qui est en principe un frais prohibé, interdit par le pouvoir public, mais qui continue d'être exigé et perçu dans de nombreuses écoles. Et puis, il y a aussi le frais de confirmation de l'inscription, qu'on appelle frais de réinscription. Donc, l'élève qui a étudié dans la même école, qui est passé des classes selon l'avis de la délibération, mais à qui on oblige de payer le frais de confirmation, qui est là aussi un frais qui n'a jamais même existé dans notre pays. Il y a aussi les frais des fournitures scolaires. Ça, nous l'avons identifié cette année. La plupart des écoles que nous avons identifiées ne parlent plus de frais d'inscription, mais ils vont maintenant aux frais de fourniture. Donc, les parents sont obligés de payer les fournitures scolaires pour son enfant, pour que l'enfant puisse fréquenter l'école. Donc, vous allez voir qu'il y a de ces parents qui continuent à garder leurs enfants à la maison, le temps pour eux de trouver le frais demandé à l'école. Bien que l'ONG ait observé une amélioration générale dans l'assainissement du milieu scolaire, elle continue de plaider pour un meilleur contrôle et un suivi rigoureux. Grâce au monitoring, grâce à la sensibilisation, que les écoles commencent à se rebuffer. Et ça, c'est très important. Ça fait partie de l'impact de notre travail sur terrain et à travers les plaidoyers au niveau des décideurs et des autorités scolaires compétentes. Les pratiques commerciales abusives continuent en effet de poser de sérieux problèmes pour de nombreuses familles. Malgré les progrès réalisés, il reste encore du travail pour garantir un accès équitable à l'éducation sans frais injustifiés. La lutte contre ces abus est essentiellement pour permettre à chaque enfant de bénéficier d'une scolarité sans obstacles financiers induits par des frais abusifs. Et puis, le retour de pluie inquiète la population quinoise face à la dégradation des routes. Elle lance un cri d'alarme en cette saison et de l'autre côté, les travaux de réhabilitation de certaines routes ont déjà commencé, notamment sur l'avenue Kabinda Ouangata et Colonel Ebeya. Maris Bouleli et Giscard Tamba pour plus de détails. Le mois de septembre marque non seulement la rentrée scolaire, mais aussi les débuts de la saison des pluies. À Kinshasa, dans plusieurs communes de la capitale, après la pluie viennent le pleur. En raison de l'état généralement dégradé des routes, certaines deviennent impraticables pendant cette saison, entraînant des inondations qui apportent divers déchets, dont des bouteilles en plastique. C'est le cas sur l'avenue Ouangata, au croisement avec l'avenue Colonel Ebeya, dans la commune de La Gombe, ainsi que sur l'avenue Kabinda, qui traverse les communes de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Ces routes, déjà en état de délabrement avancé, envahies par les eaux, ne facilitent pas la vie des usagers. Les pluies annoncées suscitent une grande inquiétude parmi la population. Nous travaillons ici, nous avons déjà averti ces problèmes depuis longtemps, avant que cette saison vienne. On avait déjà dit que le problème qui est ici, s'il y a la pluie, ça sera vraiment catastrophe. Personne ne disait. On avait fait même une sitting ici au niveau de la ville ici. Mais toutes ces autorités ici n'avaient même pas ces pensées, quand même le gouverneur partant. Hein? Alors, nous disons encore, ceux qui sont venus, s'ils vont vraiment de la bonne foi pour qu'ils puissent faire ce travail, on a commencé d'abord curer quelque part là-bas. Alors, comme notre entrée, on a commencé d'abord en retard, et puis la pluie, et voilà la catastrophe. Ce n'est pas seulement ici, il y a aussi d'autres lieux, même ici, Kabinda et partout là-bas, il n'y a pas de chemin.
Nous leur appelons, nous leur disons, s'ils ont de bonne foi, qu'ils fassent vite. Alors que les habitants lancent un cri d'alarme, les travaux de réhabilitation de certaines routes ont déjà commencé. Pendant, les Quinois redoutent que la pluie n'emporte d'un revers de main le maigres avancées réalisées dans une ville où les constructions traînent en longueur et atteignent rarement leur aboutissement. Nous avons deux projets ici qui ont déjà commencé à Gombe. Il y a l'avenue de Province et l'avenue Colonel Béa. L'avenue Colonel Béa a une longueur d'environ 2 km et l'avenue Province plus ou moins 1,5 km. Et à ce qui concerne les travaux de l'avenue Colonel Béa, ici on est en train de réhabiliter. Si je peux vous parler de l'assainissement, là où le caniveau est totalement dégradé, nous sommes en train de construire le nouveau, vous comprenez? Et de même pour la chaussée. Vous voyez, dans le tronçon Wangata et Willery, la route était complètement dégradée. On était obligé de construire une nouvelle route. Là, au moins, nous sommes maintenant au niveau de la couche des fondations. Là, vous voyez, les bordures sont déjà posées. Si l'avenue Province aussi, entre du Livre et Colonel Béa, c'est impraticable. Mais actuellement, avec les images, vous voyez que tout est remis en place, tout est renouvelé. On devait aller de Naza jusqu'à Kassai. C'est là où il y a de l'eau. Cette eau-là est libre parce qu'on a créé une barrière. Ici, c'est pour que les eaux ne puissent pas nous déranger, c'est la raison pour voir ces retours-là. Les Quinois dans leur ensemble demandent aux autorités d'être visionnaires, proactifs, en faisant de la réhabilitation, de l'entretien et de la construction de routes une priorité afin d'éviter les chaos pendant cette saison des pluies. Les Léopards de la République démocratique du Congo terminent la trêve internationale du mois de septembre avec 2 victoires en 2 matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le mérite revient donc à Sébastien Desabre qui, depuis son arrivée en 2022, a réussi à révolutionner l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Suivez ce récit de Blaise Kozola. La République démocratique du Congo est invaincue aux éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations depuis l'arrivée des Dessabres. Au total, 6 rencontres disputées pour 6 victoires, dont 4 pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 et 2 pour la CAN Maroc 2025. Arrivé en Moïse pour amener les Congolais à la terre promise après les humiliations subies avec Christian Sengui et Hector Cuper, Sébastien Desabre continue de tenir son rang et surtout pour les éliminatoires des CAN. Depuis sa venue, la RDC n'a perdu aucun match lors des éliminatoires des CAN, soit 6 matchs pour 6 victoires. Les statistiques crient clairement à sa faveur. Son attaque a inscrit 13 buts en 6 matchs, soit 2,1 buts par match, et sa défense n'a concédé qu'un but, soit 0,1 but par match, selon ses statistiques. Sur 25 matchs depuis son arrivée, toutes compétitions confondues, Desabre est à 10 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites, 12 matchs sans encaisser le moindre but, alors que dans l'ensemble, c'est 27 buts marqués et 14 buts encaissés. Ce qui est encore plus incroyable est que 50% des victoires sont acquis à l'extérieur, 3 victoires sur 6. Et la RDC n'a pas encore pris un but à l'extérieur sous l'ère Desabre lors des éliminatoires des CAN. La sélection nationale, conduite par Sébastien Desabre, aura 4 rendez-vous pour prolonger cette belle série et ou conserver leur invincibilité. Ce sera déjà dès le mois prochain, en octobre, en double confrontation contre la Tanzanie en marge de 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Arrivé en août 2022, le Français a redressé l'ère des Congo qui était en perdition. Depuis sa prise de pouvoir, Sébastien Desabre a considérablement rajeuni le groupe. Il ne reste que 3 joueurs de la dernière participation des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations. Les leaders Cédric Bakambu et Chancel Mbemba et les défenseurs Arthur Maswaku. Et les résultats ont suivi une qualification sur les fils pour la CAN 2024 et une épopée en Côte d'Ivoire qui a permis aux joueurs congolais de regagner l'amour de leur peuple. Le plus haut total des Léopards est de 15 points sur 18 sous leur Laurent Ibenge pour les éliminatoires Gabon 2017. S. Desabre et sa bande peuvent faire autant ou mieux. L'avenir nous en dira plus. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la page internationale.
Au Sénégal, le secteur agricole contribue à hauteur d'environ 15% au PIB et emploie plus de 20% de la population active. Comme dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, l'accès au financement agricole reste encore limité. Suivez. La Banque agricole du Sénégal, LBA, a signé un accord de prêt de 30 millions d'euros, soit 33,1 millions de dollars, auprès de la Banque européenne d'investissement BEI. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site de la BEI. Cette initiative vise notamment à renforcer le développement durable des chaînes des valeurs agricoles dans les filières céréales, horticulture, arachides et anacardes. Selon les informations relayées par l'agence de presse sénégalaise, 70% du prêt, soit 23,2 millions de dollars, est destiné à financer l'octroi des prêts pour l'achat d'équipements agricoles au profit des agriculteurs. Le reste de l'enveloppe devrait servir à financer l'entrepreneuriat agricole des femmes. La qualité de ce partenariat sera répercutée sur les clients et bénéficiaires des financements de LBA qui pourront ainsi bénéficier d'une durée plus longue des financements pour notamment la prise en charge des besoins d'irrigation, de mécanisation et de stockage des matières premières ou encore des prêts saisonniers pluriannuels afin de répondre à la variabilité des revenus agricoles avec la saison des pluies, peut-on lire dans un communiqué. Globalement, cet appui financier obtenu par la LBA devrait bénéficier à plus de 3000 personnes travaillant dans le secteur agricole. Au Sénégal, seuls 6,2% des ménages agricoles ont contracté des prêts en 2021, dont 59% auprès d'institutions formelles, d'après les données compilées par la Direction d'analyse de la prévision et des statistiques agricoles d'APSA. Et puis le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, alors que la demande mondiale pour ce métal pourrait être multipliée par 10 d'ici 2050. L'un des grands acteurs chiliens de l'exportation du lithium s'intéresse à un projet prometteur au Namibie. Patience Lekeke. Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium grâce à la contribution clé de SQM. L'intérêt de cette société pour le lithium namibien n'est pas anodin à un moment où le pays attire ces dernières années des investissements dans ces secteurs. La société australienne Prospect Resources a signé en 2022 un accord pour acquérir en plusieurs étapes 51% d'intérêt dans les projets de lithium au Maruru. D'autres acteurs étaient déjà présents dans le pays, comme l'Australien Lepidico sur le projet Caribib. En dehors de la Namibie, le Ghana et le Mali font partie des pays où se développent activement de projets de lithium. Le Ghana développe ainsi un projet de lithium en partenariat avec l'Australien Atlantic Lithium et l'Américain Piedmont. Le Mali prévoit cette année la mise en service de ses deux premières mines de lithium, en l'occurrence Goulamina, grâce aux Chinois Ganfeng et Bougouni, avec un partenariat sino-britannique. Avec sa première implantation annoncée en Namibie, SQM rejoint donc une vague d'acteurs étrangers qui ont investi sur le lithium africain ces dernières années. Ce premier investissement pourrait ensuite déboucher sur l'acquisition d'autres projets ailleurs sur les continents. Bien que les prix mondiaux du lithium et la demande aient baissé ces derniers mois, il faut souligner que le plan des États africains peuvent toujours s'appuyer sur de perspectives plus favorables à long terme. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de lithium devrait être multipliée par plus de 10 pour atteindre 1,72 million de tonnes en 2050 dans les scénarios net zéro émission publiés en 2024. Comme d'autres États africains, le gouvernement namibien se prépare à tirer profit de l'engouement pour son lithium avec des mesures comme l'interdiction à l'état brut des minéraux critiques. Le pays espère ainsi poursuivre la diversification de son secteur minier qui dépend principalement de l'exploitation de l'uranium et des diamants. En 2023, les mines ont compté pour 14,4% du PIB et plus de la moitié des exportations namibiennes selon la Chambre de mines. Une autre façon de vous informer, mesdames, messieurs, c'est avec la revue de presse. Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une, à quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire de septembre,
Le gouvernement examine le budget rectificatif 2024 et les projets de loi de finances 2025. Le budget rectificatif 2024 et le projet de loi de finances 2025 sont les principaux sujets examinés au Conseil de ministres extraordinaire présidé lundi par les présidents de la République démocratique du Congo à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, selon une dépêche de la présidence congolaise. En plus des questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, cette réunion du gouvernement va s'épancher sur le budget rectificatif 2024 et le budget national 2025, a déclaré la source présidentielle. D'après toujours la presse présidentielle, le ministre d'État au budget va présenter au président de la République et aux membres du gouvernement le projet de la loi budgétaire rectificative de l'année en cours ainsi que le prévision pour l'année 2025, écrit le journal. Autre sujet d'actualité avec la prospérité qui titre discussion autour de deux nouveaux programmes de financement RDC FMI, Doudou Fwamba et Aimé Mboj à la manœuvre. Depuis ce lundi 9 septembre 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo a amorcé une série de nouvelles discussions en vue de conclure deux nouveaux programmes avec le Fonds monétaire international. Il s'agit du programme de la facilité élargie des crédits FEC et de la facilité élargie des résiliences et durabilité RST. Ce second programme est une nouvelle facilité destinée à soutenir les pays dans la lutte contre les effets du changement climatique. Ces échanges sont conduits par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï et le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Mboj Sangara. Pour sa part, Info 27 renchérit en disant négociation RDC FMI focus sur la facilité élargie des crédits et la facilité élargie des résiliences. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a entamé lundi 9 septembre 2024 des négociations cruciales avec une délégation du Fonds monétaire international à Kinshasa. Cette rencontre, dirigée par le ministre des Finances et au budget, vise à finaliser deux programmes majeurs, la facilité élargie de crédit et la nouvelle facilité élargie des résiliences et de durabilité destinée à soutenir la RDC dans la lutte contre les impacts du changement climatique. Les discussions abordent également la stabilisation du front congolais, l'endettement et la gestion de l'épidémie des varioles du singe, autrement appelée Mpox. Une nouvelle réunion stratégique est prévue pour le mardi 10 septembre 2024 afin de continuer ces négociations. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Deuxième jour de grève pour les employés dans les magasins des Indo-Pakistanais et Chinois. L'augmentation de leur salaire est la principale raison de cette rogne. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Et à l'international, l'accès au financement agricole reste un défi majeur pour le Sénégal, où le secteur agricole contribue à environ 15% de l'Afrique de l'Ouest. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision et surtout, portez-vous bien.